Nous sommes vendredi, c'est la dernière édition de la semaine de la revue des grandes unes avec la presse disponible en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds. La Nouvelle Expression parle par exemple de traitement du coronavirus avec la guerre de la chloroquine. C'est le grand titre du journal. Le journal explique simplement que c'est un antibiotique antipaludéen objet de toutes les polémiques ces derniers temps donc entre scientifiques et aujourd'hui est aussi donc au centre d'une bataille feutrée entre firmes pharmaceutiques mondiales. Mais la France vient de l'adopter sous pression. Un espoir, en tout cas, pour l'éradication du virus qui a mis la planète Terre à genoux. C'est un dossier à découvrir de la page 5 à la page 6 du journal ce matin. Le journal parle également de la région de l'Ouest du Cameroun à la recherche des fugitifs contaminés. C'est le titre également à lire. Depuis plusieurs jours, les autorités de la région multiplient des communiqués pour inviter ces individus suspects à se présenter donc aux formations sanitaires appropriées. À lire en page 8 du journal ce matin. Le journal parle également du décès de Manu Dibango. Macron vénère un géant. Il a rendu un hommage des plus pathétiques donc à la star mondiale et qui a vécu plus de 70 ans dans son pays. Alors le président français a donc parcouru la trajectoire du père du Sul Makossa, à lire en page 2 du journal disponible en kiosque ce matin également. À lire aussi dans la presse, on parle de Manu Dibango, vibrant hommage de Grégoire Owouna à l'artiste, le père, le petit frère, donc salue avec génuflexion plus d'une quarantaine d'années, donc d'une amitié sincère et désintéressée, fondée donc sur la joie de partager des tranches de vie, à page 3 de la Nouvelle Expression ce matin. Le quotidien Le Messager, pour sa part, parle notamment de sérail, polémique sur la vraie fausse mort de Paul Biya, la rumeur du décès donc du chef de l'État inonde bien entendu les réseaux sociaux au moment où les Camerounais attendent de lui et qu'il sorte donc de son éternel confinement pour diriger la lutte contre le Covid-19. C'est à lire en page 3 du journal ce matin. Alors le journal s'intéresse également à autre chose, parlant notamment de ces dégâts collatéraux. Le Covid-19 déstabilise notamment les dialysés. C'est en page 9 du journal Le Messager de ce matin. Et également le du Sahel s'intéresse à la prison de Yagua. Un terroriste de Boko Haram rachète notamment sa liberté. En page 7 du journal, vous aurez l'occasion de parcourir l'article en question. Le même journal parle également de l'extrême nord où les populations redoutent notamment le confinement total. C'est en page 5 et on parle également du Covid-19, 10 bars fermés en Gaoundéré et d'autres informations à lire dans le même journal, disponible en kiosque aussi, que je vous invite d'ailleurs à parcourir. Le journal Le Quotidien Le Jour de ce matin parle de Covid-19. Paul Biya, parler, c'est également le titre proposé par le journal. Le silence du chef de l'État depuis le début de la pandémie et notamment son arrivée au Cameroun inquiète. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal. Le journal parle également de Grégoire Owouna qui rend hommage à Manu Dibango et aussi on parle de médicaments, médication, donc la ruée vers la chloroquine. C'est également l'autre article que le journal propose également ce matin. C'est un dossier carrément proposé par le quotidien Le Jour. Repère qui en kiosque parle du coronavirus avec l'insouciance et même l'indifférence qui tue au Cameroun. C'est à découvrir dans le dossier. D'autres informations que je vous invite à parcourir dans Repère. Et également Émergence qui parle de confinement total de la population. Une bonne option pour le Cameroun. C'est une question face donc au coronavirus qui fait déjà rage. Le gouvernement projette d'ailleurs 3800 cas dans 4 semaines. Va-t-on rester donc les bras croisés et attendre l'hécatombe? C'est une question, mais 10 experts s'affrontent donc autour de cette différentes questions. C'est à lire dans le journal Émergence ce matin. Émergence qui a également d'autres informations que je vous invite à parcourir, parlant notamment de Garoua, où le maire en guerre contre le coronavirus aussi, dans le même journal disponible en kiosque. Mutation, parle du traitement du coronavirus, chloroquine, l'espoir comprimé, et c'est le journal qui a proposé ce titre-là pour dire simplement que le débat enfle, notamment sur l'efficacité même de ces médicaments. Son prix flambe également sur le monde, sur le marché, et aussi également des pays dont les États-Unis et notamment le Sénégal autorisent déjà son utilisation
l'hospitalisation. C'est à lire en page 7 du journal Mutation, disponible en kiosque ce matin également. Le journal a d'autres informations que je vous invite à parcourir, tout comme le quotidien de l'économie qui est en kiosque. Le journal parle du Covid-19, les prescriptions de la COBAC aux établissements de crédit. C'est le journal qui a proposé l'article en page 3. Et également d'autres informations à lire dans le même journal. Parlant de bonnes affaires, le coronavirus booste notamment le business, des mesures de protection. C'est également l'autre article que je vous invite à lire dans le même numéro ce matin. Et puis Cameroun Tribune parle de Parlement. Niat et Kaba Yege Djibril reconduit. C'est le titre également proposé par le journal, avec le président du Sénat qui a été donc réélu hier, tandis que son homologue de l'Assemblée nationale et notamment le bureau élu lors de la session de plein droit ont été donc tout au moins réinstallés au préchoir au cours notamment de deux semaines, deux séances proposées par le numéro ce matin. Donc c'est à lire dans Cameroun Tribune qui a également d'autres informations. Voilà ce que la presse nous propose avec Georges Sémé sur ce plateau. Bonjour Georges. Merci. Bonjour à vous, M. Nogo. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et merci d'être là. Camille Nelly, bonjour. Flavien Vallonongo, bonjour. Bonjour Georges Sémé, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voyez-vous, la presse revient ce matin et notamment la chloroquine qui est pratiquement le plat de résistance de plusieurs tabloïds. Et le sujet, nous allons l'éplucher selon le traitement réservé par ce sujet et selon les tabloïds également, la nouvelle expression qui parle de la guerre de la chloroquine, carrément parlant du traitement du coronavirus. Alors, c'était un médicament qu'on avait complètement oublié parce que les spécialistes même de la médecine ne prescrivaient plus ça à leurs patients, mais il est revenu à la mode avec le coronavirus et certains experts. D'abord, le français, le professeur Raoult, lui, il estime que la chloroquine peut servir un temps soit peu à freiner l'évolution du virus. Et ça, c'était une grosse polémique qui a une répercussion d'abord aux États-Unis, qui a été récupérée par le président Trump lui-même en disant que on pourrait explorer la piste de la chloroquine effectivement pour soigner le coronavirus. Mais ça a également une autre répercussion du côté de l'Afrique, notamment au Sénégal, où il y a un autre professeur qui a cru qu'il faut associer l'ancienne molécule de la chloroquine à une nouvelle molécule pour permettre d'avoir un médicament qui soignerait le coronavirus. Donc ça a donné lieu à cette guerre de tranchées. Effectivement, effectivement, l'ancienne molécule a effectivement des effets secondaires. Et cela a été prouvé de façon scientifique. C'est la raison pour laquelle certains États ont banni la chloroquine de leur formule de guérison. Mais avec le coronavirus, certains experts pensent que ce médicament peut être utilisé pour soigner le coronavirus. Donc je pense qu'il faut, une fois de plus, que l'Organisation mondiale de la santé se penche sur la question avec les scientifiques, qui sont eux les experts de la chose. Mais il y a quand même un son dissonant entre eux, la communauté des scientifiques et les États. Certains États pensent qu'il faut rester sur l'ancienne décision de ne pas permettre l'usage de la chloroquine. Mais d'autres pensent qu'il faut évoluer parce que les premiers usages de la chloroquine ont prouvé quand même qu'il y a une certaine évolution en termes de soins dans la guerre contre le coronavirus. Donc, pourquoi pas donc associer et les scientifiques, et les États, et l'Organisation mondiale de la santé pour qu'on ait à la fin, comme c'est le cas au Sénégal, une molécule associée à l'ancienne qui pourrait permettre qu'on ait un médicament contre le coronavirus. Alors, Camille, lorsque vous parcourez également les sujets qui concernent notamment la chloroquine ce matin, vous voyez bien qu'il y a un problème de scientifiques qui sont d'un côté et les États. Pour les États, c'est une question d'intérêt et les scientifiques, c'est une science simplement qu'il faut trouver, au cours de laquelle, en tout cas, il faut trouver un traitement pour atténuer ou tout au moins mettre un terme à ce virus qui continue de faire des ravages. La chloroquine entre de manière bien spectaculaire dans le débat, au centre du débat aujourd'hui. La chloroquine, qui beaucoup de personnes ont oublié, avait été retirée de la circulation, officiellement reculée de la circulation, il y a plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire que c'est un médicament qui était sorti. C'était un antipaludéen qui combat le paludisme, mais qui présentait, au moment où on a décidé de le retirer de la circulation, des effets délétères et des effets secondaires assez particuliers. Il y a des effets, parmi ces effets, il y a eu des affections cardiaques, des insuffisances cardiaques, et même des insuffisances hépatiques, bon, sans oublier que ça a touché même jusqu'à la perte de la vue, jusqu'à la cécité. Donc c'est pour cela, il faut le dire, et c'est la vérité, cette molécule avait été retirée de la circulation. Aujourd'hui, le docteur Raoult sort de derrière la fagot
l'hypothèse de la chloroquine, qui en réalité n'est que la vieille nivaquine que nous avons connue ici, dont nous avons été fortement abreuvés pendant notre enfance, et qui était là pour soigner le paludisme. Mais seulement l'épidémie, la pandémie qui est là aujourd'hui, c'est pas une pandémie de paludisme, c'est une pandémie de grippe. Bon, là maintenant, aujourd'hui, du seul fait que le docteur Raoult ait mis en évidence sa théorie selon laquelle la chloroquine pourrait efficacement lutter contre le coronavirus en y associant un antiviral, une molécule antivirale, c'est ça qui a ouvert donc plusieurs fronts un peu partout à travers le monde. Mais moi je pense qu'entre les scientifiques d'aujourd'hui et ceux qui veulent se poser de réelles questions, il faudrait que les gens repensent que au XXe siècle, le monde entier a connu deux grandes pandémies. La fièvre espagnole, la grippe espagnole en 1918-19 et la grippe asiatique en 1955-58-59. Et les gens l'ont oublié, et je l'ai rappelé ici hier, même le Cameroun avait été touché par la grippe asiatique en 1955-58 parce que 58-59 parce que les gens qui ont vécu à cette époque-là ont connu cette maladie qu'on appelait Nkonkele ou bien qu'on appelait Tcha-Tcha-Tcha. C'était une forte grippe. Il y a des gens qui en sont morts. Il y a même une chanson célèbre que l'on peut retrouver aujourd'hui, peut-être qu'à Radio Douala, qui parlait effectivement de cette grippe, ce Tcha-Tcha-Tcha, qui est une mauvaise maladie et qui peut tuer. Comment l'a-t-on guéri à ce moment-là? Comment l'a-t-on éradiqué? Comment a-t-on éradiqué la grippe asiatique qui a fait des centaines de milliers de morts à travers le monde entier? Moi, je pense qu'il faut revenir. Il est vrai que la grippe asiatique, c'était le virus. Mais il ne faut pas oublier que les conditions ne sont plus les mêmes et il y a eu évolution. Les conditions sont les virus ne sont même pas les mêmes. Voilà. Parce que la grippe asiatique, c'était... Ici, il s'agit d'un virus, un Covid-19, qui fait des ravages fortement. On l'a déjà enregistré au Cameroun, plus de 88 cas. Et comment faire pour stopper la saignée, et avec partie notamment de la chloroquine aujourd'hui, qui est un produit, entre guillemets, selon certains, qui peut résoudre le problème, malgré notamment la polémique qui entoure. Au Cameroun, on parle de 88 cas de 2 morts et de 2 guéris. Les 2 guéris, on les a guéris avec quoi? En France, où il y a autant de morts, il y a un chapelet de morts, il y a un chapelet de personnes qui sont mises et qui sont prises en charge. Elles sont prises en charge par quoi? C'est pas par la chloroquine, comme le dit, comme l'affirme. On n'a pas donné la posologie. Voilà, on n'a pas donné, mais c'est pour ça que je dis donc que ceux qui sont en charge de la santé ne disent pas tout, effectivement, sur les traitements qui sont prodigués aux malades. La prise en charge de ces malades, c'est à base de quoi? Bon, c'est là et c'est à ce niveau que moi je pense que les tradipraticiens africains devraient être sollicités. Parce que la grippe se guérit par des plantes et des décoctions. De quelle grippe vous parlez? La grippe, la grande grippe. Parce que le coronavirus est une grande grippe. C'est une grippe, mais une grande grippe. Or, maintenant, il faut associer tout le monde aujourd'hui. Le professeur Raoult est en train aujourd'hui de parler d'une molécule qui elle-même est assez sensible, parce que dans le texte que l'on lit aujourd'hui sur l'adhésion du gouvernement français de procéder aux essais à base de chloroquine, on dit bien, on spécifie bien que ça doit être ordonné sur prescription médicale, et que la vente doit être extrêmement surveillée. Ça veut dire qu'on est encore sûr de rien. C'est une première hypothèse qui a été posée. C'est une première hypothèse. Mais des précisions, c'est juste pour encadrer ce qui doit être fait. On ne peut pas aller à la pharmacie volontairement acheter un médicament. Malheureusement, il y a plein de Camerounais qui sont en train de chercher la chloroquine et la nivaquine pour se prémunir mal. Et ce qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'on ne peut pas prendre la chloroquine de manière préventive. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses. La bataille aujourd'hui est dans la recherche de la solution. Mais de quoi sont guéries les personnes qui avaient été infectées et qui s'en sortent aujourd'hui? Non, ne nous dit pas assez. Ce n'est certainement pas par la chloroquine. Donc, le débat est scientifique aujourd'hui. Les recherches sont très très poussées. Mais il faut dire qu'il faut que les scientifiques disent un peu plus sur cette maladie, et maintenant sur la manière, et surtout que ces scientifiques se penchent sur la manière dont ont été éradiquées les 2 premières grandes pandémies de grippe du XXe siècle. Alors là, il s'agit de la méthode, bien entendu, la stratégie. Alors, il y a une mutation qui parle de chloroquine, l'espoir comprimé. Alors, c'est ce qui est très caricatural de la situation que nous évoquions tout à l'heure, c'est-à-dire ce chassé-croisé qu'il y a entre les États qui adoptent une position permissive
pour la chloroquine, ou alors ils interdisent tout simplement. Mais également les scientifiques qui sont totalement divisés sur la méthode à entreprendre contre le Covid-19, parce qu'il y a certains qui estiment que la chloroquine devrait continuer à être bannie, mais d'autres qui pensent qu'il faut évoluer en introduisant, par exemple, comme le professeur sénégalais qui a introduit l'hydroxychloroquine. Donc, il a introduit une nouvelle molécule qui va être assemblée avec l'ancienne molécule et pourquoi pas trouver un médicament contre le Covid-19. Mais il y a également d'autres États qui pensent que, comme Donald Trump, le président des États-Unis, qui pense qu'il faut ignorer et les scientifiques et l'OMS et aller directement s'approvisionner en chloroquine. Donc, nos confrères des mutations ont estimé qu'il s'agit d'un espoir comprimé. Espoir parce que l'espoir vient de la chloroquine. Comprimé parce que la chloroquine, c'est un comprimé et on n'est pas en face d'un sérum ou alors d'un vaccin, mais la solution viendrait certainement d'un comprimé qui est la chloroquine. Donc, la politique va continuer à enfler, mais je pense qu'il faut quand même on explore toutes ces pistes parce qu'on ne peut rien rejeter aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de sérum et lorsque on explore une piste qui donne des premiers résultats concluants, je crois qu'il faut y verser des moyens, il faut explorer cette piste, même si ça vient d'un professeur, d'un médecin noir, qui est le professeur sénégalais qui a associé une nouvelle molécule à l'ancienne. Pourquoi ne pas explorer cette piste? Donc, je crois que c'est tout à fait symptomatique, ce titre est tout à fait symptomatique de ce que nous vivons aujourd'hui, entre chloroquine et pas chloroquine, entre Raoult et pas Raoult, entre Trump et pas Trump. Vous savez, Jean, c'est bien que quand on expérimente une nouvelle molécule, il faut toujours un temps d'observation. Le temps d'observer non seulement les effets et les effets secondaires, et même par la suite tout ce qui peut entourer l'utilisation de cette molécule qui est nouvelle, parce que la plupart du temps, ça prend toujours beaucoup de temps. Et même ceux qui prescrivent l'usage de l'hydroxychloroquine disent que ça doit être fait sous prescription médicale. Sous prescription médicale. On ne demande pas d'y aller, d'aller acheter et s'en servir. Et tout à l'heure, vous faisiez allusion à l'automédication. Je crois que c'est un aspect très important qu'on a oublié. On se rend aujourd'hui compte que ce soit au Cameroun ou dans les autres pays africains, les gens sont pris par la psychose de l'automédication et on achète pas seulement dans les pharmacies et même dans les pharmacies de la rue n'importe quel remède pour se prémunir contre le coronavirus. C'est extrêmement grave et les autorités en charge de la santé n'ont cessé de répéter que en temps normal, l'automédication n'est pas bonne et en temps de crise comme celle-ci, elle est encore plus mauvaise. Et je crois qu'on devrait adopter un comportement responsable en suivant simplement les prescriptions qui nous sont données par les autorités sanitaires. Ne pas céder à la psychose en allant acheter à tout prix la chloroquine et s'enfoncer de plus belle dans la maladie. Alors, ces autorités disent que c'est la psychose qui va davantage chez les Camerounais. Bien entendu. Et ces autorités d'ajouter que la chloroquine ne doit être achetée, vendu que sur prescription médicale. Mais seulement, il y a un autre danger qui est encore plus hallucinant, c'est celui des faux médicaments. Parce que vous savez, il y a ce phénomène des faux médicaments qui est un virus à travers le monde depuis de nombreuses années, avec maintenant cette psychose qui s'empare du monde entier. L'industrie, bien évidemment, de la fabrication de fausses molécules de chlorophylle va commencer à tourner à tout berzingue. Ce sont des médicaments qui sont vendus dans des circuits parallèles. Il y a plein de gens qui vont commencer à aller s'acheter de la chlorophylle et à commencer à vendre de la chloroquine sous le manteau, et vous imaginez les effets terribles que cela peut causer. Donc, dans tout cela, il y a eu cette psychose qui est en train d'entraîner toute une autre foule de psychoses qui, bien entendu, demeurent un danger permanent pour les populations. Et les populations qui, elles, s'abreuvent de plus en plus dans les réseaux sociaux qui, bien entendu, ne sont pas la meilleure source. Ok. Alors, dans la nouvelle expression ce matin également, on parle de la région de l'Ouest Cameroun où on est à la recherche notamment des fugitifs contaminés, des personnes qui ont fondu dans la nature. Les autorités sont à leur trousse. C'est une façon de s'aimer davantage le virus puisque ces gens ne se font pas découvrir finalement. Oui, que le sujet sur le coronavirus ne concerne pas seulement la médication, mais ça concerne également la responsabilité individuelle. Et je crois que sur ce plateau et dans d'autres émissions que nous avons faites, nous avons personnellement appelé à la responsabilité individuelle de chaque Camerounais, pas seulement les suspects. Tout Camerounais devrait se sentir interpellé par la lutte contre le Covid-19. On observe que ceux qui ont intégré les territoires camerounais par les frontières que nous connaissons, aéroports et par le port, ont été confinés. Il y a eu 300 chambres d'hôtel qui ont été réquisitionnées pour leur confinement. L'État a pris certaines mesures de police pour veiller à ce confinement. Mais on se rend compte que certains ont réussi à passer entre les mailles du filet. Et nous sommes descendus sur le terrain.
il nous est revenu que c'est soit par le moyen de la corruption, soit par le moyen du laxisme de ceux qui sont chargés de veiller sur eux, ou alors tout simplement en trompant la vigilance des policiers qui sont en faction devant les hôtels. Mais tout cela, le gouvernement a rejeté tout non, ce sont des vérités. Il y a un discours officiel, mais il y a un discours réel. Et heureusement que le discours officiel a été complètement balayé d'un revers de la main par la réalité qui a rattrapé le gouvernement. Et il y a des gens qui sont dans la nature avec le virus. Et ça, le ministre de la Santé le reconnaît. Alors, c'est pour ça qu'il y a un numéro vers le 1510, appelant tous ceux qui présenteraient des signes. Pas forcément ceux qui sont venus, qui présenteraient des signes et qui sont sur le territoire camerounais, mais également ceux qui sont passés entre les mailles des filets, de revenir qu'on leur peine en charge, parce qu'ils ne sont pas encore malades, mais ils sont des suspects. Si, à la fin des 14 jours de confinement, ils ne présentent pas les signes, ils seront tout simplement libérés, comme ça a été le cas avec les deux premiers cas, les deux premiers patients zéro, qui ont été placés sous confinement, et après, leur état a été réputé négatif, et ils ont été tout simplement libérés. Donc, ça en appelle à la responsabilité individuelle. Ça ne sert à rien d'aller propager le virus dans la famille, parmi la population, alors qu'il y a des mesures simples à prendre, c'est-à-dire soit l'autoconfinement, soit faire appel au 1510 et on vient vous chercher là où vous êtes, afin de préserver de nombreuses vies. Voilà. Malheureusement, ce discours n'est pas encore entendu. Le dernier point qui a été effectué hier par le ministre de la Santé dit qu'il y a eu 1497 appels reçus au 1510. C'est déjà prometteur. Ça prouve peut-être que ce discours a été entendu. Mais combien de personnes ont déjà été contaminées? Combien de personnes ont déjà été contaminées? Donc, le nombre de 88 atteints que vous avez évoqué tout à l'heure, je crois que malheureusement, ça va s'aggraver. Parce que dans les 1497 cas, certainement, on aura au moins 500 ou 1000 qui sont des cas déjà infectés. Mais combien ont-ils propagé? Là, c'est la principale question. D'accord. Alors, le sujet est donc traité sous différentes formes dans la plupart des tabloïds ce matin, puisque à l'Ouest, on parle de ce cas, à la recherche notamment des fugitifs contaminés, des gens qui, pas seulement à l'Ouest, et même à Yaoundé aussi, et même à Douala, on a entendu de la bouche du ministre de la Santé publique, qui invite tout cela à se présenter soit dans une formation sanitaire, ou appeler le 1510. On parle aussi de ce prêtre qui est contaminé, a donné plusieurs messes le 15 mars dernier et qui est resté tranquillement dans sa maison alors qu'il est contrôlé positif. Alors que se passe-t-il avec cet homme de Dieu? Est-ce qu'il compte sur ses prières quotidiennes pour guérir et pour bénir les personnes à qui il a donné la communion? Là aussi, de ce côté, on est en train de demander à toutes les personnes ayant reçu la communion le 15 mars dernier, depuis ce jour-là, d'aller se faire ausculter. Et vous imaginez le nombre de personnes ayant été à la messe, qui ont été mises en contact avec autant de personnes multipliées par 10, et ces personnes elles-mêmes, on se retrouve dans une situation, une spirale qui va être difficile à démonter du côté de l'Ouest. À partir de ce seul prêtre, ne parlons même pas de ces fugitifs, mais parlons aussi de ce prêtre dont le cas a été évoqué par plusieurs journaux. Donc, c'est un problème, une question de responsabilité personnelle, mais une responsabilité individuelle qui devrait, en réalité, tenir compte de la responsabilité, des effets collectifs sur la société. Alors, donc, le messager de ce matin parle plutôt de sérail, polémique sur la vraie fausse mort de Paul Biya. Donc la rumeur du décès du chef de l'État inonde notamment les réseaux sociaux, alors que le journal précise par la suite qu'on l'attend depuis qu'il sorte quand même, qu'il dise quelque chose par rapport au Covid-19. Oui, c'est pour ça que le titre de le jour de ce matin, Monsieur Paul Biya a parlé. Est-ce une injonction, est-ce un ordre, est-ce une invocation? Le titre, je ne l'ai pas beaucoup aimé. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il soit spécialement irrévérencieux, mais moi je pense que ce n'est pas de cette manière qu'on s'adresse à un chef de l'État. Bon, maintenant, si le directeur de publication de Le Jour demande à Monsieur Paul Biya de parler pour démontrer qu'il est effectivement en vie, moi je pense que c'est une manière qui ne fait pas partie des civilités. Mais pourquoi veut-on demander à M. Paul Biya de parler alors que les responsables de la santé sont en train de parler, alors que les mesures sont en train d'être prises? Il est vrai qu'un peu partout les chefs d'État parlent, mais cela ne justifie pas non plus que dans les réseaux sociaux, on se retrouve face à un plaisantin qui a décidé de balancer la rumeur de la mort du président de la République,
Il est vrai que c'est pas nouveau. En 2004, moi je m'en souviens comme c'était hier, il y a pratiquement 16 ans. Un plaisantin avait balancé un jour qu'il est mort. La rumeur est partie de Paris, a fait le tour du monde et ça a été une véritable panique. Et à ce moment-là, je peux vous le dire, beaucoup de gens se demandaient, mais si le président de la République meurt subitement, que pourrait-il se passer? Effectivement, la question était valable à ce moment parce que les institutions elles-mêmes étaient très fragiles. Il est vrai qu'aujourd'hui, 16 ans plus tard, les choses ont évolué dans une autre mesure. Mais quand des gens comme des personnes comme celle qui veulent absolument voir le président de la République mourir et qui pense que la résolution des problèmes... Ce qui est tout à fait logique, chacun devrait mourir. Oui, mais on ne devrait pas souhaiter la mort de quelqu'un, on ne devrait pas non plus jouer avec, puisque de toutes les manières, nous allons tous mourir les uns après les autres. Voilà. Alors pourquoi alors souhaiter la mort des uns et des autres? Et dans un cas comme celle-là, moi je pense que c'est une mauvaise plaisanterie à laquelle même le ministre de la Communication n'aurait pas dû répondre. Il aurait pu laisser cette responsabilité à la presse, plutôt que de faire un communiqué pour dire que non, le président est bien vivant, la preuve. Il n'a pas fait de démonstration de preuve que le président vit. Ça, on ne répond pas. Un communiqué officiel ne répond pas à des cancans ou à des rumeurs ou à des fantasmes. Donc, de ce côté, ça aussi, ça n'a pas été très apprécié par certaines personnes qui estiment que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, n'a pas à répondre à des plaisanteries. Mais cependant, il y a beaucoup de gens qui étaient complètement étourdis hier. Je ne peux pas vous cacher, à 17h, j'ai reçu 4 coups de fil de 4 personnes de mon entourage. Mais dis donc, c'est vous qui êtes là-bas en haut. Dites-nous, on dit que le président s'est refroidi. Vous êtes avec Paul Biya ou Non, je dis... Il est au contact de l'information. Je dis, au contact de l'information, c'est personne. Oui, c'est-à-dire vous qui êtes... Est-ce que c'est vrai que l'homme s'est refroidi? Est-ce que l'homme a raccroché sa cuillère et tout ça? Mais disons, laissez les gens tranquilles. Disons, mais les réseaux sociaux ont un effet extrêmement néfaste sur les populations aujourd'hui. Les gens ne s'approuvent que de ça. Et c'est extraordinaire. Alors, il y a cette polémique sur la vraie et fausse mort de Paul Biya dans le Messager et le quotidien Le Jour. Paul Biya parlait. Alors, sur le titre du Messager, je pense que, comme le doyen l'a dit, en 2004, le président de la République avait déjà été donné pour mort. Et après, on l'a vu bien vivant. On l'a encore tué il y a quelques jours, en 2020. Je pense que ça fait partie du contexte. Je range ça dans le contexte. Et l'activiste qui a mis sur la toile cette polémique, je crois qu'il n'est pas à négliger. Vous avez dit tout à l'heure que c'est un plaisantin. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je pense qu'il doit être guidé par certaines intentions. Et je crois que la sortie du ministre de la Communication en valait la peine. D'abord parce qu'il s'agissait d'une nouvelle grave et ensuite, vu le contexte, il fallait quand même réagir. Et il a rétabli la vérité et je pense que c'était de son droit. Maintenant, sur le titre de Le Jour, alors, on est entre une sortie du président de la République pour prouver qu'il est bien vivant et une sortie du président de la République pour apporter des mesures sur le Covid-19. Sur les deux, je pense qu'on n'a pas besoin des discours. On a besoin aujourd'hui des actes concrets. Et je crois que depuis que cette maladie est déclenchée au Cameroun, on a vu des actes concrets. Supposons aujourd'hui que le Premier ministre John Gouté sorte en disant que voici un fonds de riposte de 1000 milliards de francs CFA contre le coronavirus. On va s'intéresser à John Gouté ou à la mesure. Bien évidemment à la mesure. Donc, le fait qu'on veuille amener le président de la République à sortir à chaque fois, dire que, écoutez, allez-y acheter du pain et donnez-moi le prix de la tomate, etc., non. C'est plutôt les mesures qui nous intéressent. Et concernant le coronavirus, on attend plus des mesures que des discours parce que, bien évidemment, le danger est persistant au Cameroun et on en est aujourd'hui à 88 cas et il est bien possible qu'on atteigne la barre fatidique des 100 cas. Alors, nous allons laisser passer en tout cas le coronavirus puisque les lecteurs vont lire ce que la presse a proposé à ce sujet. Mais pour parler de l'œil du Sahel qui part de la prison de Yagua où un terroriste de Boko Haram rachète sa liberté. Oui, c'est un cas, il est vrai qu'il n'est pas nouveau, parce que vous savez, dans la nature, aujourd'hui, avec les méandres de l'univers carcéral, on a vu toutes sortes de personnes échapper à la justice grâce à une foule de subterfuges. On se trouve là face à quelqu'un qui avait été arrêté pour activité terroriste, qui avait été condamné à une lourde peine de prison, et un jour qui a été déclaré mort, et on a pu parler de lui. Alors, cette personne a été retrouvée du côté du Tchad, et on l'a ramené dans sa prison. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent être condamnées et qui peuvent jouer soit avec l'administration pénitentiaire, soit avec des gardiens de prison pour qu'elles soient déclarées mortes d'une manière ou d'une autre. Et maintenant,
qu'elles s'éloignent le plus possible pour vivre paisiblement leur vie. C'est ce qui est arrivé avec le cas de ce prisonnier, qui heureusement est un cas isolé, mais qui démontre que il y a toujours beaucoup de choses à faire dans cet univers carcéral et où l'on trouve toutes sortes de combines et de subterfuges, soit pour essayer de sortir de ce cadre-là, soit essayer de recouvrir la liberté d'une manière ou d'une autre. Et ce cas est un cas particulièrement cocasse. D'accord, Georges. Alors, je crois que c'est une histoire vraiment plus cocasse que rocambolesque parce que... Donc, on penserait qu'il est sorti sous la pression du coronavirus, peut-être? Non, je ne pense pas. Je crois que c'est juste parce que dans le milieu carcéral également au Cameroun, on observe bien évidemment, si jamais le virus trouve une voie d'accès, ça va être... Exactement. J'ai suivi ce matin le procureur général près la cour d'appel du littoral qui a tenu une réunion avec ses collaborateurs, leur demandant de respecter, de se conformer au strict respect des mesures qui ont été prescrites par l'OMS et par l'État du Cameroun, le nombre des populations et les mesures de distanciation. Je crois que on devrait appliquer ça en milieu carcéral, sinon, comme vous le dites, le virus va se propager dans ces milieux. Mais sur le cas rocambolesque du terrorisme de Boko Haram, je crois que c'est assez saisissant quand même de la façon dont fonctionne notre justice. Un monsieur qui a été déclaré mort, on l'a retrouvé au Tchad, il a été rapatrié au Cameroun, ensuite on le libère. Je crois que pour une petite vie de ce terroriste, il en a déjà trop fait. Mais ce n'est pas de sa faute. J'ai eu une conversation de source avec un responsable de la gendarmerie qui m'a dit qu'il y avait effectivement un dysfonctionnement entre les services de la gendarmerie qui arrêtent les suspects et les services judiciaires. Parce que lorsque vous arrêtez un suspect, vous avez fait le plus gros du boulot. Lorsque vous amenez le suspect du côté de la justice, on le libère, on ne sait pas quelle alchimie. Et le cas qui est évoqué aujourd'hui par nos confédérés du Sahel est emblématique de la petite histoire que ce monsieur m'a racontée, mais qui est totalement pathétique. Parce qu'on ne saurait comprendre qu'il y a de tels dysfonctionnements dans un même service public. Dans deux services publics différents, mais certes dans un service public général qui est chargé d'arrêter les gens et de les juger. Alors, ce cas-ci est encore plus saisissant parce qu'il s'agit quand même d'un terroriste. Et il devrait être surveillé comme du lait sur du feu. Mais on le retrouve aujourd'hui dans la nature et certainement, il va aller continuer à préparer des actes contre les populations du Cameroun. Donc, nos confédérés du Sahel ont bien fait de mettre ça sur la place publique afin qu'on prenne toutes les mesures, afin que ce type d'égarement ne se prenne plus dans le service de la justice, parce que le service de la justice est fortement indexé aujourd'hui dans ce type de pratique où on amène un prévenu, après il est libéré par des procureurs de la République. En tout cas, le journal est revenu ce matin en présentant notamment ce cas là, au niveau de la prison de Yagua. Camille? Non, je dis, Georges, c'est beaucoup plus complexe que cela. Il ne faut pas prendre les choses de cette manière en disant que la gendarmerie ou la police arrête, il est libéré par le procureur de la République. Non, dans le cas d'espèce, ce monsieur a été arrêté, il a été traduit devant la justice, il a été même condamné. Ça veut dire que ce n'était plus la responsabilité du procureur de la République, mais la responsabilité du juge qui a établi sa culpabilité, qui l'a condamné. Donc, c'est beaucoup plus compliqué cela, parce que quand on est même condamné, on se retrouve dans une autre étape, dans un autre système. Mais moi, rappelle en même temps. Je voulais parler du coronavirus dans le milieu pénitentiaire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé hier avec M. Jean-Marie Pomoni, qui est aujourd'hui sénateur, mais qui a été régisseur de la prison de Douala, régisseur de la prison de Yaoundé, directeur de l'administration pénitentiaire, donc il connaît parfaitement la réalité pénitentiaire. Et il m'a dit quelque chose de terrible. Il m'a dit qu'aujourd'hui, imaginez qu'un seul cas de coronavirus se retrouve dans la prison de Newbel, par exemple, où il y a plus de 3000 personnes. Non, c'est l'hécatombe. Parce qu'on vous demande une distance de 5 mètres, mais là-bas en prison, les gens les gens sont coulés à longueur de journée, ils dorment les uns sur les autres, donc ça veut dire que ça va être une véritable hécatombe. Et lui, M. Pongoni, m'a dit par exemple que l'une des meilleures solutions, c'est que le virus peut entrer dans la prison très facilement aujourd'hui par les gens qui entrent. Ça veut dire qu'il faut systématiser dès maintenant et très rapidement un thermoflashage des personnes qui viennent rendre visite aux
prisonniers en attendant d'essayer de voir prisonnier par prisonnier. Un test même, un test. Je dis prisonnier par prisonnier, mais le... seulement le risque aujourd'hui vient plus de dehors. C'est les gens qui entrent tous les jours. Et ces personnes qui entrent tous les jours, il suffit qu'une seule soit infectée. Et les détenus qui vont en corvée en même temps. Donc, voilà, donc ça veut dire que le problème de la gestion du coronavirus en milieu carcéral est d'une importance telle que personne n'y pense, mais vraiment il faut que rapidement les responsables de la santé et même de la justice prennent des dispositions assez précieuses. Voilà, merci à vous chers messieurs, merci à nos chers téléspectateurs également qui auront l'occasion d'aller en kiosque ce matin pour se procurer les tabloïds. Alors je vous souhaite déjà de passer un très bon vendredi, surtout que dans la prudence, dans le confinement. Le confinement, parce pas après 18h, c'était fermé, donc vendredi soir est terminé également. Non, mais vendredi soir, c'est à partir de 15h. De 15h à 18h. Merci, allez, bon week-end à tous, à lundi, 9h20 sur Equinox Télévision. Equinox Télévision.